On se penche aujourd'hui sur un livre qui a un message très direct, presque une injonction, dès sa couverture. C'est Tribu de Seth Godin. Et la phrase choc, c'est «Nous avons besoin de vous pour nous mener». Ça interpelle tout de suite. Ah oui, c'est une excellente porte d'entrée. Ce n'est pas une suggestion, c'est vraiment un appel à l'action. Parce que tout le livre, en fait, part de cette idée que le leadership a complètement changé de nature. Et pour bien comprendre, il faut d'abord définir ce qu'est une tribu pour lui. Exactement. Et sa définition est très précise. C'est un groupe de personnes connectées entre elles, connectées à un leader. Et connecté à une idée. Voilà, ces trois liens. Si un seul des trois manque, ce n'est plus une tribu. C'est juste une foule ou un public. La connexion, c'est la clé de tout. D'accord? Donc, trois types de connexions. Mais pour saisir pourquoi c'est si important aujourd'hui, Godin nous demande de regarder en arrière, vers le modèle que les tribus sont en train de remplacer. Il utilise une métaphore très forte, celle de l'usine. Oui, et il faut bien comprendre que l'usine, pour lui, c'est pas juste un bâtiment avec des machines, c'est une mentalité. Un état d'esprit. C'est ça. C'est n'importe quelle organisation où l'on suit des instructions, on obéit, on fait pas de vagues, et on est récompensé par la stabilité et un salaire. C'est le monde du travail du XXe siècle, quoi. Le but, c'était de faire la même chose qu'hier, mais en un peu moins cher. Un peu moins cher et un peu plus vite, c'est exactement ça. Un monde prévisible. Sauf que ce confort, il est en train de disparaître. Godin affirme que la stabilité, aujourd'hui, c'est une illusion. C'est même une illusion dangereuse. Parce que le marché, lui, il a changé. Après des décennies de marketing qui nous ont habitués à la nouveauté, le assez bon, ça ne suffit plus. Le assez bon, c'est devenu l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est synonyme de médiocre, d'ennuyeux. Et la peur du changement, qui était une sorte d'assurance vie dans le monde de l'usine, Oui, le fameux surtout on ne change rien. exactement, cette peur, elle est devenue le principal obstacle à la survie. Il y a une phrase dans le livre qui est terrible de vérité. Défendre la médiocrité est épuisant. C'est vrai que c'est épuisant, hein. Et on a des exemples spectaculaires de ces géants du modèle usine qui se sont effondrés. Le livre cite AOL ou Sears. C'était des institutions, des modèles de sécurité de l'emploi. Ils étaient les rois du statu quo. Ils ont parfaitement exécuté le plan d'hier. Le problème, c'est que le monde, lui, était déjà passé à autre chose. Voilà. Rester immobile, c'est reculer. Donc si l'usine n'est plus le modèle, la tribu prend le relais. Et qui dit tribu dit leader. Mais ce qui est fascinant, c'est que les exemples qu'il donne sont aux antipodes du chef charismatique traditionnel. C'est le point central. Il nous parle de Megan McDonald, une coach d'escalade qui murmure ses conseils, ou de Jim Deligati, Le franchisé McDonald's. lui-même, le type qui a inventé le Big Mac dans son coin, contre l'avis de sa direction qui ne voulait que des processus standardisés. Et à l'autre bout du spectre, il met Steve Jobs. On est loin, très loin, de la coach qui parle doucement. C'est intéressant que vous le souligniez. C'est presque une provocation de les mettre ensemble. Mais en fait, ça montre que le point commun, c'est pas le style. C'est la fonction. Exactement, tous à leur manière ont refusé le statu quo. Ils ont vu une meilleure façon de faire et ils ont créé un mouvement autour de cette visio. Que ce soit pour un hamburger ou pour un ordinateur, le mécanisme de fond est le même. Je vois. Et ça permet de faire la différence entre deux termes qu'on confond souvent, le management et le leadership. Une distinction fondamentale pour Godin. Le management, c'est l'art d'optimiser le présent. On vous donne un processus et votre travail, c'est de faire en sorte qu'il fonctionne mieux. C'est le manager de Burger King qui vérifie que les procédures sont suivies. C'est ça. Le leadership, c'est tout autre chose. C'est l'art de créer le futur, de créer un changement auquel les gens ont envie de participer. D'où sa formule, très directe. Les leaders ont des suiveurs, les managers ont des employés. Et choisi à dessein. L'hérétique, c'est celui qui défie le dogme, l'ordre établi. Pendant des siècles, c'était une position hyper dangereuse. Aujourd'hui, Godin nous dit que c'est devenu la position la plus précieuse. Le marché les recherche maintenant. Il les recherche et il les récompense. L'hérésie est devenue un moteur. Ce qui est fou, c'est qu'on associe tout ça à Internet, mais le livre donne un exemple qui date de bien avant. Le groupe de rock Grateful Dead. C'est peut-être le meilleur exemple du livre. Dans les années 70, ils ont construit une des tribus les plus loyales de l'histoire de la musique, les Deadheads. Alors que commercialement, leurs albums, c'était pas des cartons. Non, leur succès en vente d'albums était plutôt modeste. Mais attends, comment ils ont fait ça concrètement à l'époque? Sans forum, sans réseaux sociaux, sans rien. Ça devait être un travail de titan. C'était un travail de titan, mais surtout un changement de philosophie.
Au lieu de combattre le piratage, ils ont encouragé leurs fans à enregistrer leurs concerts. Ils ont fait l'inverse de tout le monde. Complètement. Ils ont compris que leur produit, ce n'était pas le disque, c'était l'expérience, la communauté. Ils ont utilisé leur liste de diffusion, une simple base de données postale, pour informer les fans, leur donner un accès privilégié. Bref, pour leur donner le sentiment d'appartenir à un club. Une famille. C'est ça. Ils ont connecté les fans entre eux et la musique est devenue le prétexte à cette connexion. Donc ils n'ont pas attendu la technologie, ils ont créé les outils de la tribu avec les moyens du bord. Absolument. Et ensuite, la technologie a tout changé. Elle a agi comme un accélérateur surpuissant. Internet a fait une chose révolutionnaire. Il a aboli la géographie. C'est vrai? Et soudain, un fan de tricot rare en Alaska pouvait trouver ses semblables dans le monde et former une tribu. Ça a permis une explosion du nombre de tribus possibles. La préface du livre retrace bien cette montée en puissance des vieux forums Usenet jusqu'à Facebook et Twitter. Mais ce ne sont que des outils. C'est l'usage qu'on en fait qui compte. Et l'exemple de la campagne d'Obama en 2008 est très parlant. Très parlant, oui. Parce que tout le monde disait Obama a gagné grâce à Internet. C'est un peu court. Le génie de la campagne, il n'a pas été de diffuser des messages depuis un QG central. Non, c'était de créer une plateforme. Exactement. myBarackObama.com qui a permis à des milliers de gens de s'organiser eux-mêmes localement. Attends, ce concept de web géocentrique, c'est fascinant. Ça va complètement à l'encontre de l'idée qu'Internet nous déconnecte du réel. C'est tout l'inverse. Le virtuel a servi à organiser des milliers de rencontres bien réelles, dans des cafés, des salons. C'est là que la vraie magie a opéré. La campagne a donné les outils, et après elle s'est effacée. Elle a fait confiance. Totalement. Elle a permis à un leader local en Ohio de prendre le message national et de le traduire pour ses voisins, avec ses propres mots, sa propre crédibilité. Il y a cette citation du directeur de campagne David Plouffe qui résume tout. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en substance que rien n'est plus puissant que ce que Gary va dire aux 6 ou 7 personnes qu'il connaît et qui lui font confiance. C'est la reconnaissance ultime du pouvoir de la connexion interpersonnelle. Simplement amplifié par la technologie? Voilà. D'accord. Alors concrètement, si on est convaincu, comment on fait pour mener une tribu? Le livre donne une sorte de mode d'emploi. Il donne surtout des principes. Le premier, c'est que la taille n'est pas l'objectif principal. L'obsession du nombre de followers, c'est un piège. Il faut se concentrer sur l'engagement. Exactement. Il propose 3 leviers. 1. Transformer l'intérêt commun en un objectif passionné, un vrai désir de changement. 2. Fournir des outils pour que les membres communiquent plus facilement entre eux. Et 3. Seulement, aider la tribu à grandir. L'engagement avant la taille. Ça me fait penser à la comparaison qu'il fait entre deux organisations américaines, très différentes. Ah oui, l'American Automobile Association, la AAA, et la National Rifle Association, la NRA, c'est une comparaison choc. La AAA, c'est des dizaines de millions de membres, un mastodonte. Politique est quasi nulle. Et la NRA? La NRA, elle, est beaucoup plus petite. Mais ses membres sont ultra connectés par une cause, une passion. Leur cohésion est si forte qu'ils sont devenus l'un des lobbies les plus puissants du pays. Donc la force d'une tribu, c'est la densité des connexions, pas le nombre de membres. C'est ça. Et pour créer ce mouvement, il faut forcément affronter le plus grand des freins, la peur. Oui, mais Godin apporte une nuance vraiment essentielle. Il dit que ce n'est pas tant la peur de l'échec qui nous paralyse, on peut échouer en secret, personne ne le saura. La vraie peur, c'est d'autre chose. La vraie peur, celle qui nous cloue sur place, c'est la peur d'être blâmé, d'être critiqué. C'est une peur sociale, la peur du jugement des autres. Et comment on dépasse ça? C'est là qu'il introduit une autre distinction, peut-être la plus profonde du livre, la différence entre la foi et la religion. Alors attention, il ne parle pas de religion au sens... Non, pas au sens strict. Pour lui, la foi, c'est la croyance intime et profonde en une possibilité de changement. C'est le moteur de l'innovateur. Le saut dans l'inconnu qui permet de créer quelque chose de nouveau. D'accord. Et la religion? La religion, ce sont les règles, les rituels, les processus, les comités qui se construisent autour de la foi initiale. Au début, la religion sert à protéger et à diffuser la foi. Mais après, elle se fossilise. Très vite, elle devient une fin en soi. Elle se rigidifie et son principal objectif devient de maintenir le statu quo et de se protéger elle-même. Et l'hérétique, eh bien, c'est celui qui a le courage de défier la religion. Au nom de la foi originelle. Exactement. C'est une idée très puissante. Ça veut dire que les startups qui naissent d'une foi, d'une innovation,
peut finir par créer sa propre religion d'entreprise qui va étouffer l'innovation qu'il a fait naître. C'est d'un cycle d'autodestruction en quelque sorte. La religion apporte le confort des processus établis. La foi, elle, demande du courage. Elle est inconfortable. Le leader, l'hérétique, choisit l'inconfort. Il choisit l'inconfort de la foi plutôt que la sécurité de la religion. C'est pour ça qu'il est critiqué, parce qu'il dérange l'ordre établi. Ce qui nous amène à une conclusion assez paradoxale. Le but n'est plus d'éviter la critique à tout prix. Au contraire, Godin renverse la perspective. Il dit « Si ce que vous faites ne génère aucune critique, c'est probablement que c'est sans intérêt, que vous n'avez pris aucun risque. Que vous êtes resté dans la zone de confort. » Voilà. Le but devient alors de créer quelque chose qui mérite d'être critiqué. Non pas pour la provocation, mais parce que c'est le signe que vous touchez à quelque chose d'important. En résumé, ce que ce livre nous dit, c'est que le leadership n'est plus réservé à une élite. Ce n'est plus une question de titre sur une carte de visite. C'est devenu un choix. C'est un choix. Le choix de voir une possibilité de changement, de connecter des gens autour de cette idée et d'accepter l'inconfort de la critique pour y arriver. L'obstacle n'est plus l'accès aux outils ou le manque de permission. Les outils sont là et personne ne va vous donner la permission. L'unique obstacle, il est intérieur. C'est la peur et la volonté. C'est ce qui est résumé par la dernière phrase, ou presque. La question a changé. Ce n'est plus « suis-je capable de le faire ?» Parce que la réponse est presque toujours oui. La vraie question, c'est vais-je choisir de le faire? Et pour terminer, pour laisser matière à réflexion, il y a cette citation du philosophe Michel Serres. Ah oui, l'identité est une intersection floue d'appartenance. C'est une image magnifique. On est tous, en même temps, membres de plein de tribus, professionnelles, familiales, une tribu de passionnés de jardinage, de science-fiction. On appartient à des dizaines de groupes. Exactement. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est peut-être celle-ci. Parmi toutes ces tribus auxquelles on appartient, laquelle est aujourd'hui en sommeil? Passive. Juste un intérêt commun qui attend une étincelle? Laquelle attend simplement un leader pour la transformer en un véritable mouvement. Peut-être nous-mêmes.